Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro de version croisée. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois à la présentation de cette émission de débat républicain et élégant. Deux invités qui se font face pour ce numéro. Henri Similar Kanda, président de la FOSIP, un mouvement citoyen, on va dire aussi que ce mouvement est pro-société civile, mais également pro-PPRD. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci. Merci beaucoup. En face de vous, un avocat, un habitué également de Télé 50, maître Richard Pinda, communicateur de l'Union sacrée de la nation de Félix-Antoine Tshisekedi, on va le dire comme ça. On peut le dire ainsi. Alors, je commence avec vous. Je voudrais commencer avec M. Kanda, mais puisque l'actualité m'oblige un peu à vous prendre en avant, parce qu'il y a quelque temps déjà, l'Union sacrée de la nation, au mieux, les chefs des partis politiques qui composent cette structure, ont sorti un communiqué où on fait une déclaration dans laquelle il y a eu pas mal de déclarations. Ils ont condamné justement l'agression de la RDC par le Rwanda. C'est pas tardif cette déclaration ? Je ne pense pas que cela soit tardif parce que le processus est encore en cours. C'est-à-dire que la constatation d'ailleurs venait d'être faite au niveau de Nations Unies. C'est-à-dire que les experts des Nations Unies ont élaboré un rapport. Donc la réaction ici, vous vous souviendrez d'ailleurs que le président du Sénat l'a déjà fait bien avant. D'ailleurs, c'est ce qui, selon certaines voix, c'est ce qui serait même à la base de certaines manifestations que nous connaissons à l'est de la République. C'est-à-dire que nous, communicateurs de l'Union sacrée, avons aussi fait cette déclaration-là pour éventuellement condamner l'agression du Rwanda et mieux encore exiger le départ de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que cela soit tardif. Cette situation à l'est de la République continue et les réactions qui frisent de partout continuent et éventuellement pour accéder à ce que nous attendons tous, c'est-à-dire que la paix et la sécurité de nos concitoyens. J'en viens rapidement à ce rapport onusien. La RDC pour le gouvernement congolais, c'est un peu une sorte de victoire, d'avancée diplomatique, on va le voir. Mais pour d'autres experts en la matière, en relations internationales et autres, ils pensent que la RDC devrait profiter plutôt de ce rapport au lieu de crier vite à la victoire, notamment en demandant à ce que le Conseil de sécurité puisse statuer, prendre des mesures et la rhétorique qu'il faut pour sanctionner le Rwanda. Est-ce vrai qu'on a crié très tôt à la victoire ? Non, mais je pense que c'est une imputation telle quelle pour dire que la RDC, si la RDC aurait crié à la victoire, je pense qu'on aurait cessé de pouvoir continuer à faire pression, on aurait cessé éventuellement avec les balais diplomatiques et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que c'est une étape à laquelle nous avons accédé et que le reste suivra. Donc nous sommes dans un processus, le président de la République l'a dit, qu'il y avait deux angles, c'est-à-dire que deux aspects avec laquelle nous abordons la situation sécuritaire à l'est de la République. Premièrement, nous sommes sur terrain et présentement, je vous le dis, nombreux d'ailleurs posent la question de savoir pourquoi il n'y a pas encore des hostilités à Bunagana, pourquoi on ne continue pas encore à attaquer, pourquoi Bunagana n'est pas encore libéré. Il faut se le dire que Bunagana n'est pas comme une bastion de rebelles et ainsi de suite, tout ça. Puisque dans une bastion, on peut considérer Bunagana comme une sorte de bastion conquise véritablement. Non, ne disons pas cela parce que dans une bastion, on retrouve principalement, ou si pas uniquement, les rebelles ou les terroristes comme on l'a connu avec les ADF et consorts. Mais ici, c'est une ville qui est occupée. Administrée même par les M23. J'y vais, lorsque j'ai dit occupée, c'est-à-dire que c'est administré, c'est-à-dire que c'est occupé. C'est-à-dire qu'il allait faire la guerre directement. Allez-y comprendre que les populations civiles pourraient en être victimes. Alors pour éviter, qu'est-ce que nous avons fait ? Diplomatiquement, nous avons pu obtenir le retrait de la base arrière des rebelles qui occupaient Bunagana, vers le Rwanda. Et présentement, la ville de Bunagana est en train d'être... En fait, ce n'est pas toute la ville qui est non plus occupée par les rebelles. La partie occupée par les rebelles est en train d'être encerclée. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information selon laquelle ils ont demandé à ce qu'on leur donne un couloir pour s'échapper. La République a dit exactement. La République a dit non. Nous allons les asphyxier et les mater jusqu'à ce que exactement. Donc c'est ça l'objectif qui est poursuivi. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte. Dans quelle mesure vous allez vous rendre compte. Poser une question sur je ne voudrais pas aller beaucoup plus
plus dans le détail, parce que vous avez compris, j'espère que vous l'ayez compris, ou que beaucoup de Congolais l'ont aussi compris, le FARDC ont changé de tactique. C'est-à-dire qu'ils ne communiquent plus comme avant. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont dans l'incapacité de le faire ou qu'ils n'emportent plus de victoires comme avant. Lorsqu'ils avaient l'habitude de communiquer, les stratégies étaient à la portée, voilà, divulguées, mises à la portée de tout le monde. Alors pour éviter, nous avons contourné, je ne parle pas au nom du FARDC, mais je parle en tant que citoyen congolais, analyste politique. Bien évidemment, nous attendons voir les résultats. Dans quelle mesure, c'est la dernière question, ce rapport onusien nous est profitable? Je voudrais d'abord qu'on mette le point sur les i. Oui. Personnellement, ce rapport onusien, c'est, à mon entendement, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la mascarade, c'est, comment dire, c'est comme pour dire à la population congolaise, vous avez compris le jeu, mais nous essayons de vous calmer dans vos ardeurs. Comme ça. Je ne contredis pas le gouvernement. Je prends position en tant que citoyen congolais. Oui. Nous avons cherché à ce que une option soit levée par les Nations Unies. Ils l'ont levée, tant mieux. Mais moi, à mon entendement, j'ai dit que c'est de la poudre aux yeux. Je ne contredis pas le gouvernement. C'est-à-dire que, si on peut le dire comme ça, cette victoire diplomatique nous est aussi bénéfique parce que nous en sommes arrivés à ce point-là. Mais j'en viens en ce qui me concerne. Ma lecture à moi. Ouais. Pardon? Ma lecture à moi. Ma lecture, la lecture de Richard Mpinda dit ceci. Pourquoi ce rapport n'arrive que maintenant? Puisque vous n'êtes pas sans oublier que ce rapport trace la période de juillet, au mois de juillet, depuis que le M23 ont fait cette résurgence. Et vous vous rappellerez que la MONUSCO, qui est une mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, vous n'êtes sans oublier que la MONUSCO se retrouvait au Conseil de sécurité pour éventuellement, pour répondre à la question selon laquelle, s'il y avait des présences onusiennes sur le sol de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas non plus sans oublier que la MONUSCO a dit qu'il n'avait rien vu. Mais aujourd'hui, les rapports qui venaient d'être établis attestent qu'ils ont, par des photos, ils l'ont dit, obtenus sur base de... Grâce à la MONUSCO, ok. Ouais. Mais pourquoi cette controverse, pourquoi cette contradiction? Raison pour laquelle j'ai dit que c'est de la poudre aux yeux. La question à laquelle, pourquoi ça arrive que maintenant? C'est parce que la population congolaise, ayant levé l'option, dit, niet, pas question de MONUSCO sur le sol de la République démocratique du Congo, parce que là, il se pose un problème de confiance entre les Nations Unies à travers sa mission en République démocratique du Congo et la population, et l'esquive dont se sert la mission de la MONUSCO, excusez-moi, je voudrais chuter, l'esquive dont se sert la MONUSCO en prétextant qu'ils ont été invités par le gouvernement de la République, et pourtant la MONUSCO faisant partie du droit international, de la communauté internationale, ils savent que la population a un droit sacro-saint, un droit fondamental, c'est-à-dire de peuple à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réveiller un bon matin, la souveraineté, ils peuvent se réveiller un bon matin pour dire niet à la MONUSCO, et le gouvernement n'a pas à contredire là-dessus. On a déjà dit niet, mais jusqu'à présent, la MONUSCO demeure à l'est du pays. Henri Similar Kanda, vous êtes en Mouniéré. Bon, on est habitué à vous voir des fois avec une tenue que je peux considérer unique, d'iconoclaste, quoi. Le gouvernement avait interdit qu'on porte des vêtements, je sais pas moi, qui s'apparentent à ceux que portent aussi les FARDC. Mais vous êtes quand même en Mouniéré. Je sais pas si vous allez commenter ce sujet. On commence avec le rapport onusien avec vous. Pour vous aussi, c'est de la poudre aux yeux. Bon, le problème est que c'est notre point de vue nous ne sommes plus... vous savez, les conflits à l'Est, ça fait plus de 20 ans. Mais les gens veulent réagir comme si c'est quelque chose qui vient de commencer aujourd'hui. C'est là où ça fait une faiblesse. Bon, ce que j'aimerais dire est que c'est de la poudre aux yeux, nous l'avons déjà dit, nous avons déjà condamné, nous avons trouvé que dans ces rapports, bon, ce qui blesse un peu, que le point de vue de M. Richard Mpinda est contradictoire par rapport au point de vue du gouvernement. Bon, il a donné son point de vue en tant que citoyen. Je pense qu'en tant que communicateur du front de l'Union sacrée, je pense que le point de vue qui doit être marquant chez lui, c'est le point de vue de l'Union sacrée. Son point de vue personnel doit venir après. Parce que là, je suis confus. Il adopte le point de vue que nous avons toujours décrié, nous avons décrié la position du gouvernement, qui était une position qui se réjouissait plus. Or, il n'y a pas d'avancée concrètement par rapport au rapport, parce que ce n'est pas la première rapport que nous avons dans notre pays. C'est un rapport de plus, oui, qui en fait n'améliore rien sur le plan sécuritaire de la population. Mais ce qui est vrai est qu'il faudra éviter aussi de faire de la récupération politique. La situation qui se passe à l'Est
est prélude à une succession d'événements. Il faut suivre qu'il y avait beaucoup de citoyens qui ont voulu, là, Bahati Lukobo n'avait même pas parlé, là, beaucoup de citoyens ont voulu aller au Rwanda pour en découdre main nue avec le Rwanda, avec les Rwandais, pour en finir avec cette situation de l'Est. Là, c'était une volonté citoyenne de la population de s'exprimer. Donc, je pense que tout ce qui s'est passé à l'Est, la volonté du peuple congolais de se réveiller, d'être contradictoire par rapport à cette vision, à ces pensées de ces gouvernements, à cette manière de voir de ces gouvernements, qui est en fait une manière qui ne permet pas au conflit, qui crée par exemple l'enlisement du conflit, qui fait du conflit à l'est du pays un conflit permanent, qui n'apporte pas de solutions. Alors il y a une absence de solutions. C'est pourquoi le PPRD avait décrié, il avait clairement dit qu'il y a des options tout à fait hasardées qui sont prises et non des options réfléchies. Et ces options-là, ce sont celles qui fragilisent en fait l'action du gouvernement, qui poussent la population à pouvoir se prendre en main, à pouvoir suivre la directive principale de Mosée Laurent Désiré Kabila, qui était l'autoprise en charge. Ce rapport onusien que vous voulez tous balayer comme ça reste tout de même l'unique documentation sur le plan international qui atteste que la souveraineté territoriale congolaise avait été violée par le Rwanda. Y a-t-il pas moyen non, pour mais nous est-ce qu'aujourd'hui, la présence de l'armée rwandaise, il y a plusieurs documents qui attestent. Qui arrive jusqu'au Conseil de sécurité, qui peut être élu directement par les membres qui composent Vous savez qu'il y a plusieurs témoignages de plusieurs ONG qui attestent qu'à l'est du pays, c'est le Rwanda qui s'implique dans la déstabilisation sécuritaire de la RDC. Plusieurs rapports, il y en a. Donc ce n'est pas la première. Nous ne pouvons pas fléchir. Nous appelons les citoyens à continuer à se prendre en charge parce que les institutions onusiennes ont peur de cette naissance, de cette volonté populaire de se prendre en main, de se sécuriser. D'ailleurs, c'est l'une des voies qui pourra nous conduire à la sécurisation de notre pays et à la pacification de notre pays. Donc vous avez rejoint un tout petit peu aussi Richard Pinda qui dit que la communauté internationale craindrait beaucoup plus une volonté nationale de pouvoir prendre les choses en main. On ne rejoint pas son point de vue. C'est lui qui rejoint notre point de vue. Et le point de vue politique de son camp est favorable à ces rapports, mais nous, notre point de vue, le point de vue de tous ceux qui soutiennent le PPRD, tous ceux qui sont dans l'idée patriotique de défendre le Congo, et que nous ne pouvons pas nous laisser berner par un rapport, par un énième rapport. Nous ne pouvons pas nous laisser être distraits par ces rapports. Nous sommes contre ces rapports. Nous n'approuvons pas, mais nous demandons au Conseil de sécurité de changer profondément ces orientations pour que... On va faire une pierre deux coups, nous changeons un tout petit peu de thématique pour parler de l'Ituri. C'est toujours un lien avec l'insécurité. Le rapport onusien est toujours le bienvenu là-dedans. En Ituri, les massacres de civils continuent et s'exacerbent même, on dira comme ça. Le week-end dernier, il y a eu pas mal de civils qui ont été tués à la fois par les ADF et par d'autres groupes rebelles appelés d'autodéfense communautaire, notamment le Zaïre. Alors, je viens vers vous, Richard Pinda. On a beau épiloguer sur le M23, Bunagana. D'ailleurs, là-bas, on ne tue presque plus. Mais en Ituri, la province voisine, il y a toujours des morts, des massacres des civils, des maisons incendiées. Les élus locaux, ou les élus qui sont ressortissants de cette province, pensent que l'état de siège, en tout cas, on doit mettre fin à cela, parce que maintenant, les administrateurs des provinces, notamment les gouverneurs, sont plus affairés que regardant à la chose de sécurité. Quel est votre point de vue là-dessus ? Bon, avant d'y arriver, j'aimerais aider mon compatriote. Je vous rassure, hein, nous, à l'Union Sacrée, nous ne sommes pas de robots communicants à qui on fait enregistrer des propos, donc ils viennent, ils ne peuvent pas aller outre. Hein. C'est-à-dire que nous jouissons. D'ailleurs, vous savez ce que nous sommes, nous, à l'UDPS, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Hein. C'est-à-dire que ce que j'exprime, c'est mon point de vue, et je ne suis pas non plus en contradiction avec le gouvernement de la République. Je vous ai dit que le gouvernement de la République avait levé deux options, c'est-à-dire diplomatique et militaire. Lorsqu'une victoire diplomatique arrive, mais avant d'y arriver, j'ai pensé qu'il y avait une émission ici, les dessous des cartes. C'est-à-dire que je vous révèle les dessous des cartes, j'ai fait une analyse tout autre. Je vais vous voir le lien entre ce qui se passe à Ituri, et ce qui se passe au Nord Kivu. Vous serez d'accord avec moi qu'à un moment donné, il y a eu une accalmie. Voilà. Pourquoi ? Parce que le M23 devait agir. Dès que le M23 à leur tour, il se calme un tout
peu. A conquis un territoire. Côté, ils estiment avoir conquis un territoire. De l'autre côté, on reprend. C'est-à-dire que les choses sont ordonnées, organisées d'une certaine manière. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini ici, il faut aller de l'autre côté. Vous conviendrez avec moi que ce sont les mêmes forces. Vous conviendrez aussi avec moi que tout ce qui sévit maintenant, que ce soit avec le M23, les ADF et consorts, ainsi de suite, tout ça, ou les Codeco, ou vous avez le Zaïre, ainsi de suite, tout ça, cela démontre à suffisance que la MONUSCO a échoué et lamentablement. Pourquoi je le dis? Mais ça, il ne faut pas être du PPRD. La MONUSCO a échoué, mais l'état de siège a réussi. Laissez-moi évoluer. Je peux vous le démontrer aussi. Je peux vous démontrer que nous pouvons estimer que l'état de siège a réussi. Réussi. Okay. Je vous le dirai. Puisqu'il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte. Okay? Alors, je vous dis, lorsqu'on fait cette analyse ici, il n'est pas dit qu'il faut avoir votre casquette du PPRD ou du PPRD ou de l'Union Sacrée ou de l'UDP, c'est tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que parmi ceux qui sont sortis dans la rue pour aller à l'est vers le Rwanda, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait que les militants du PPRD. Il y a eu tous citoyens congolais, c'est-à-dire que parmi tous citoyens congolais, nous pouvons avoir du FCC et tout ce que vous voulez. Est-ce que ceux qui sévissent, les victimes, ceux qui sont tués, ce sont uniquement les opposants ou que ce sont des Congolais? C'est-à-dire que lorsque nous discutons sur des questions qui l'emportent sur la sensibilité nationale, nous devons par moments mettre nos casquettes de côté et parler République. Vous voyez, lorsqu'on est dans la logique d'une polémique, c'est-à-dire que vous aviez dit non, ce sont eux qui nous ont suivis, la République gagne quoi? Cette polémique, depuis plusieurs années, nous a amené où? Ça a permis de construire quoi? Et pourtant, des questions épineuses aussi importantes que telles que la République, nous en parlons. Ceux qui me suivent souvent, ils savent mes prises de position. Je ne suis pas complaisant, je n'ai pas appris à être, je n'ai pas non plus appris à faire de fleurs à qui que ce soit. Je suis dans une objectivité républicaine et je suis là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure que la MONUSCO a lamentablement échoué. Premièrement, pourquoi je le dis? Parce que la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo consiste à protéger les populations civiles. La question est celle de savoir pourquoi rien n'est fait jusqu'ici. La population s'est rendue compte de beaucoup de choses. La population a relevé la complicité de la MONUSCO. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la MONUSCO a servi d'éclaireur au mouvement rebelle, les ADF et consorts. À un moment donné, la MONUSCO, nous avons vu qu'au lieu de sécuriser la population, ils se sont mués en des hommes et femmes d'affaires. Vous avez vu à un moment donné, lorsqu'un véhicule de la MONUSCO se renverse, ce sont les minéraux qui sont à découvert. Vous voyez, au-delà de ça, la MONUSCO, à un moment donné... Nous parlons particulièrement de la situation... Je fais les liens, s'il vous plaît. Je fais le lien. Mais vous en faites pas, la MONUSCO est partout. Allez-y. La MONUSCO accompagne les FARDC aussi à Ituri. Justement. La MONUSCO accompagne les FARDC partout où il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont été même dans le Kasaï pour accompagner les FARDC. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire le lien pour éventuellement vous ramener à quelque chose. C'est-à-dire que la population dans la rue, il n'y a pas eu seulement de manifestations au Nord Kivu, il y en a eu aussi en Ituri, à Béni et consorts. C'est-à-dire que les populations ont dit, niet, plus question avec la MONUSCO. Parce que la MONUSCO, a démontré ses limites. Vous êtes sans oublier qu'à un moment donné, la MONUSCO a été accusée de vendre les tenues aux rebelles, les tenues FARDC. On a même découvert, même récemment ici, lorsqu'il y a eu la population se retrouver dans le locaux de la MONUSCO. Il y a beaucoup d'accusations contre la MONUSCO, des accusations des viols même, des accusations d'affairisme. Exactement. Voilà, je vais voir où est-ce que vous allez en venir. Voilà, il veut voir où je veux en venir. D'accord. Je vous ai dit quelque part que l'instabilité de l'Est de la République est voulue par la communauté internationale. Vous vous souviendrez que nous sommes en 1997. Nous avions des acquis d'un État, c'est-à-dire quoi? Un cadre juridique qui pouvait nous permettre de construire cet État. L'AFDEL est arrivé. Vous n'êtes pas sans oublier que c'était avec la bénédiction des États-Unis, le Rwanda et ainsi de suite, tout ça. Ils sont venus et prétendre nous aider. Est-ce qu'il y avait un besoin de la MONUSCO? Il y avait un besoin de la communauté internationale. Ils sont entrés. L'objectif, si vous lisez bien l'historique de ces pays, ainsi de suite, tout ça, vous vous rendrez compte que lorsqu'ils sont arrivés, la mission principale était le bradage de
de nos richesses. Je vais mettre un peu de l'eau à votre moulin en vous rajoutant une autre question. La situation en Ituri est que les groupes armés qui ont repris les armes maintenant étaient pratiquement démobilisés ou en voie de démobilisation, mais parce qu'il manquait une certaine réponse de la part du gouvernement. Ces derniers ont repris les armes. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant ce programme de démobilisation, de réinsertion de ces combattants? C'est pas grave. Vous ne voulez pas de ce retraçage historique, mais je veux en venir pour vous démontrer toujours les liens par rapport à ça. C'est l'autre problème en Ituri, en dehors des ADF qui n'ont jamais déposé les armes. Il n'y a pas de souci. Le Zaïre ont déposé les armes, la Codeco et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça, ont déposé les armes en vue d'être réintégrés. Voilà maintenant où ça marche pas. Parce qu'il a été décidé que le financement qui devait, puisqu'ils ont déposé les armes, ils devaient être démobilisés et réintégrer la vie civile, ils devaient en principe recevoir, être financés dans les activités qu'ils devaient entreprendre. Mais qui sont ceux qui nous ont promis le financement? Le financement devait venir de la communauté internationale. La communauté internationale, en principe, devait nous accompagner pour mettre fin à l'instabilité à l'est de la République. Jusqu'ici, même pas un iota ne nous est parvenu. La question est de savoir à qui profite l'instabilité à l'est de la République. Voilà, on aura compris votre point de vue de manière laissez-moi globale. Évoluer, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. La sécurité à l'est permettez-moi de chuter par la communauté internationale. Permettez-moi de chuter. Laissez-moi chuter parce que ça sera déjà... Il va réagir et oui. Je serai rappelé à bondir. Laissez-moi rebondir plutôt, oui. Je l'ai dit. Je voulais dire ceci, que l'instabilité à l'est de la République voulue telle qu'elle, puisque lorsqu'on le dit, communauté internationale, les gens sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais nous savons, nous n'avons cessé de dire que ce sont les multinationales qui sont derrière l'instabilité à l'est de la République et que représentent réellement aujourd'hui ces multinationales. Ces multinationales représentent ce que nous appelons, ok, oui. Ceux qui contrôlent les institutions de Bretton Woods. Que sont les institutions de Bretton Woods? Ce sont ces multinationales-là. Et éventuellement, comme ils ne vivent que de ça... et les autres. Merci. Ben voilà. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Une réaction rapidement alors. Bon, c'est que je regrette beaucoup parce que c'est comme si M. Richard Pinda... Pinda, avec M devant, oui. Ça sonne C'est Pinda. comme si M. Richard, mon frère Richard, il n'est pas dans la même logique que ce maître de l'union sacrée, du pouvoir. Il y a beaucoup de contradictions. Parce que moi, je m'étonne lorsqu'il nous dit il a dit qu'il n'est pas le mouton de Panurge quand même. Non. Il est assez libre. Quand on est communicateur, on donne. On n'a pas un message personnel. On transmet le message de sa structure. Donc, c'est ça, être communicateur. Donc, il devait plutôt commencer par se présenter autrement. Bon. Lorsque nous voyons la manière dont le président Félix a effectué des voyages à l'étranger, partout à travers le monde, donc, c'était une manière de reconnaître que de la communauté internationale pouvait provenir une solution au problème des Congolais. 3 à 4 ans après, les problèmes à l'Est se sont empirés. Donc, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, il revient pour nous dire que c'est la communauté internationale qui a des problèmes, qui a tout ça. Or, il a oublié que durant plusieurs années, la plupart de tous ceux qui ont été ministres au Congo, premier ministre ou président, ne voyageaient plus, n'allaient plus à l'étranger pour aller demander quoi que ce soit. Félix Tshisekedi a passé 3 ans en train de voyager. Et tous ces voyages-là n'ont rien apporté parce que lui-même, il est dit clairement que c'est la communauté internationale qui est responsable. C'est ça leur conclusion après 3 ans de voyage. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec évidence que l'état de siège a échoué? Je sais que non, l'état de siège a échoué. Pourquoi? L'état de siège a échoué. Pourquoi? L'état de siège a toujours échoué dès le départ parce que tout simplement, l'état de siège, c'était un régime d'exception qui est devenu un régime ordinaire. C'est de là où provient l'échec. Et lorsque un régime d'exception de 15 jours qui devient prolongeable indéfiniment, ça devient un régime ordinaire. On a pris des gouverneurs militaires dans un régime d'exception de 15 jours. Normalement, l'exception fait que le militaire se concentre uniquement à la sécurité. On a fait des gouverneurs militaires, des gouverneurs ordinaires. La conséquence est qu'il y a eu tout simplement cette cacophonie qui a engendré en fait les chaos. Et on en parle aujourd'hui de plusieurs fautes graves. Alors donc, dans tout ce qui concerne. En résumé, on doit revenir au régime ordinaire. On doit revenir au régime ordinaire et renforcer renforcer l'armée congolaise
l'amener à défendre valablement les territoires nationaux. Alors, est-ce que vous gardez la parole? Nous changeons de thématique rapidement parce que le temps imparti court déjà à son terme. Nous parlons de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les ONG telles que l'ACAJ et Justicia ont mis sur la place publique le nombre de personnes arrêtées depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir. C'est plus de 30 personnes arrêtées, soit jugées sommairement, arrêtées arbitrairement. On parle du cas de Jimmy Kitenge. Et très récemment, c'est l'arrestation, on va dire comme ça, de Maman Marie Massemi ou Misenga pour d'autres, la dame de 69 ans, enlevée presque de chez elle, alors qu'elle dormait à 4 heures du matin. Elle a été libérée, mais ça a provoqué des émois de la part de pas mal de nos compatriotes. Vers vous directement. Donc, si nous devons aller... Qu'est-ce que ça vous a fait de voir cette dame être arrêtée comme ça, et puis être amenée jusqu'à la présidence de la République et discuter directement avec la première dame? Bon, c'est en fait un régime dictatorial qui intimide les citoyens, qui agit comme un régime royalcratique et non un régime démocratique, parce que les sujets dans un royaume sont soumis au roi. Mais les sujets dans une république, un État démocratique, ils sont soumis à la loi. Vous comprenez? Et aucune loi pouvait permettre à la première dame d'arrêter une citoyenne congolaise. C'est pas elle qui a arrêté. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'elle était arrêtée par le service de Kassongo. Nous ne pouvons pas dire qu'elle a été innocente aussi longtemps que lorsque les services de la police ont amené la dame chez elle, donc c'est qu'elle était au courant de tout. Donc, ce n'est pas totalement normal, ce n'est pas clair, ce n'est pas démocratique. Ça, c'est mettre les citoyens, mettre les citoyens dans la terreur. Ça, c'est instaurer un régime de terreur. Vous-même, si vous allez vous quitter la dame, vous allez même dans les cas de Jimmy Kitenge. C'est triste de voir qu'un jeune Congolais qui défend ses couleurs politiques, qui est le PPRD, qui défend le droit des citoyens, puisse être arrêté tout simplement parce qu'il a utilisé tout simplement ce qu'on lui a appris à l'université, dans le cours de la recherche scientifique. Lorsque vous avez une citation, vous dites « confère à ». Ce n'est pas lui qui avait fait des déclarations que la vie de Mme Olive Lembe était en danger, qu'il y avait un complot pouvant nuire à la vie de Mme Olive Lembe. C'est Mme Colette Brackman qui en a fait écho dans son tweet. Et lorsque Jimmy Kitenge fait écho de ça, on l'arrête, on l'arrête pas, on l'enlève, on le met en détention, il est torturé, il vit difficilement. Alors, on se pose la question dans quel état nous sommes, où on va commencer à enlever les citoyens comme ça. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une dictature aujourd'hui. Une dictature, pourquoi? C'est la pensée unique. C'est la pensée du chef. La pensée du chef. Donc, ce qu'on dit, on n'est plus dans la logique constitutionnelle. Parce que si on était dans la constitution constitutionnelle, on nous parlerait du programme du gouvernement. On est dans la dictature parce qu'on nous parle de la vision Fachi. Et cette vision Fachi consiste à quoi? À la pensée unique, la pensée du chef, et que tout le monde suit, et que tout le monde adopte. Et ceux qui ne s'alignent pas sont arrêtés, sont détenus, sont intimidés, sont sauvagement maltraités. C'est cela la dictature. Deuxièmement, j'ajoute une petite chose. Deuxièmement, la deuxième des choses est que un régime dictatorial, vous verrez le culte de la personnalité. Vous verrez partout à travers la République. Des photos de Félix Tshisekedi, même dans des camps militaires. Aujourd'hui, même à la base, non, je vous dis, des photos Deuxièmement, l'étouffement des libertés des citoyens. Vous allez avoir votre mot de conclusion, Richard Pinda, Marie Massemi Misenga, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, mais on sait qu'elle est âgée de 69 ans, arrêtée. Les gens se sont indignés profondément. Est-ce qu'on peut imputer cette arrestation à la présidence, notamment la première dame? Au sortir d'ici, il pourrait être interpellé et arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit de mal encore? Non, attendez. On connaît la manière dont vous agissez. Monsieur Simila Kanda, vous n'avez pas la parole. Vous ne pouvez pas intimider la République comme ça. Monsieur Kanda, vous avez la force d'arrêter tout le monde. Monsieur Kanda, vous n'avez pas la parole. Oui. Maître Richard. Ok. Je répète, j'ai dit qu'il pourrait être interpellé et mis en détention. Pourquoi? Oui, allez-y. Parce que la République, par la voie du ministère de l'Intérieur, a interdit aux citoyens de se vêtir des éléments qui se rapprocheraient aux tenues militaires. Il est en béret, ok? Et il est entré tel qu'il fait là. Il est en affront avec les décisions du gouvernement de la République. C'est-à-dire qu'il viole les lois.
Alors, demain, je ne dis pas ça, je ne le souhaite pas, puisqu'il a dit une république, il a dit, nous ne sommes pas dans une royale... Laissez-moi, il y a royale classique, il a dit, excusez-moi, s'il vous plaît, oui. Il a dit que nous ne sommes pas dans une royalcratie, nous ne sommes pas dans une dictature est en train de s'imposer. Dans une république, il n'y a que le respect de la loi. C'est-à-dire que le communiqué officiel a une force légale. C'est-à-dire qu'il est en contradiction avec la loi. Et à ces moments-là, vous direz que c'est une arrestation arbitraire ou pas du tout. J'en viens à ce que vous avez soulevé lorsque vous parlez de Madame Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne, tout ce que vous voulez. Mais la militante, c'est pas le membre de l'ECD, et ainsi de suite, tout ça. Est-ce que vous pouviez me dire où qu'il est là? Il dit qu'il est de la société civile, mouvement citoyen, malgré son étiquette du PPRD et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il peut me dire dans quelle disposition de la loi où l'on dit qu'une personne âgée de 69 ans ne peut pas être interpellée? Personne ne sera en même de pouvoir le dire. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, la confusion qu'il est en train d'entretenir, activiste de droits de l'homme, tel que vous l'avez dit tout à l'heure ici, et qu'il soulève pour dire que non, Jimmy Kitenge a été enlevé, Jimmy Kitenge par de suite a été arrêté, il est placé en détention, mais c'est une contradiction. Pourquoi je le dis? En tant que praticien de droit, c'est-à-dire professionnel de droit, avocat de surcroît, je sais qu'on ne peut enlever une personne par des individus, on n'enlève que par des personnes non identifiées et on ne sait pas où on l'amène. C'est-à-dire qu'on peut le prendre en cours de route, ok, lorsqu'on l'amène à un endroit bien identifié parce qu'ils savent où il était, qu'il était à l'ANER. Après l'ANER, ils sont retrouvés. C'est une procédure normale. Alors, venons-en à la déclaration. Il a prétendu ici, Colette Brackman qui est revenue. Oui. J'ai lu cet article, c'était un extrait de l'article du Monde, hein, c'est-à-dire où il a dit que la vie d'Olive Lembe est en danger, point. Le développement a été donné par M. Jimmy Kitenge. Il a prétendu par ces régimes. J'ai encore aimé le comportement du journaliste qu'il interrogeait, Jean-Marie, celui-là, oui. Ok. Il a dit ceci, vous affirmez des propos ici, ok? Lui, il dit, je suis convaincu, ce sont des faits probants, ok? Il a attesté qu'il y a eu un complot par les régimes ici et que la vie de Maman Olive aurait été en danger. Quoi de plus normal? Parce que, vous savez, lorsqu'on dit de Tshisekedi... C'est votre dernier mot aussi, directement. Lorsqu'on dit de Tshisekedi qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, lorsqu'on dit de lui qu'il est le garant de la Constitution, c'est-à-dire qu'il a l'obligation constitutionnelle non seulement de protéger l'ancien président de la République, mais aussi sa famille. Et par voie de conséquence... Merci Richard Pinda. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. 2 secondes. 2 secondes. Pour chuter, je voudrais dire ceci. Nous sommes en face de nous. Vous m'avez mis en difficulté. Chutez, vous savez, je suis en train de chuter. Oui. Vous m'avez mis en difficulté. En quoi faisant? C'est-à-dire que je m'entendais, je l'ai dit même avant l'entrée de cette tribune ici, je suis en train de chuter. Attention, si vous me précipitez trop, je risquerais de me casser une jambe. Okay. Alors, je voudrais dire ceci, que avant l'entrée de cette tribune ici, je vous ai dit une chose, que nous souhaiterons, à un moment donné, jeunes que nous sommes, que nous ayons un discours républicain. Ici, nous sommes ça a été un échange républicain, je l'espère bien. Non, pas du tout. Nous sommes dans cette stature. Nous sommes dans cette stature, comment dire, accusateur. Parce que vous avez fait ceci, les autres n'ont pas fait. Henri Simila Kanda, en 30 secondes, votre dernier mot. En 30 secondes, j'ai dit ceci. La loi dit ceci. On ne défère pas les personnes arrêtées auprès de la première dame. La dame, on devait l'arrêter. Elle a peut-être sollicité pour prodiguer des conseils. J'ai suivi Prince Epenge. Malheureusement. J'ai suivi Prince Epenge. Quand il parlait comme si la dame était obligée d'aller auprès de la première dame. C'est ça que j'ai suivi. Alors, deuxièmement, quand il parle de Jimmy Kitenge, je termine par là, de Jimmy Kitenge, lorsque sa famille n'est pas informée, lorsque quelqu'un, on les prend de façon brusque, comment voulez-vous dire que ce n'est pas un enlèvement? C'est un enlèvement. Merci donc, à vous de pour ce débat. J'espère qu'on aura le temps de revenir. Non, il n'y a plus de temps, malheureusement. Excusez-moi, vous me direz peut-être prochainement. Non, alors, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excusez, nous en tout cas, il y a eu peut-être des propos. Vous avez encore des mots à dire, mais malheureusement, on ne saura pas vous prendre. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée.